Romilep, étudiant en 5e année à la faculté d'agronomie des sciences agricoles de l'Université de Champ, en foresterie niveau 5. Ma question sera d'ordre local, parce qu'on est milieu d'abord chez soi. Je suis un peu du côté économique. Je veux parler des accords de partenariat volontaire. On a parlé des accords de partenariat économique, mais je veux parler aussi des accords de partenariat volontaire qui ont été signés entre l'Union européenne et les États exploitants forestiers, si on veut dire ainsi. En fait, je vais un peu, en une minute, expliquer un peu ce dont il s'agit. Les accords de partenariat volontaire, FLEGT étant Forest Law Enforcement Governance and Trade, qui aide les pays, c'est-à-dire les pays membres de l'Union européenne, à savoir qu'un bois qui entre dans leur pays est d'origine légale. Ça veut dire qu'il est exploité légalement et l'exploitation du pays en question est durable. Et depuis plus de 7 ans que cet accord de partenariat volontaire a été signé entre l'Union européenne et nos pays, Madame l'ambassadeur, nous n'avons pas encore vu un premier certificat FLEGT. Et nous savons qu'à la dernière COP21 à Paris, notre président de la République s'est engagé à fortement réduire le taux d'émissions de gaz à effet de serre, dont la pollution. Et nous savons que la pollution est vraiment réduite avec la forêt. La forêt étant, le Cameroun étant un grand pays où il y a de nombreux hectares de forêt dans le bassin du Congo étant le deuxième poumon de l'Afrique. J'aime faire le rapprochement. Donc, pour moi, j'aimerais que les forêts du Cameroun soient davantage protégées, mais aussi développer le Cameroun économiquement parlant. Donc, cela peut se faire seulement avec les accords. Je vous remercie bien l'Union européenne d'avoir initié ce projet. Mais il faudrait qu'on voie le premier certificat FLEGT. Donc, je demande à Madame l'ambassadeur à quand est-ce qu'on aura le premier certificat FLEGT. Merci. Monsieur le directeur, Madame Excellence, Madame la représentatrice de la délégation de l'Union européenne au Cameroun, vous avez, dans votre exposé tout à l'heure, souligné 3 plans, notamment. Est-ce que vous pouvez vous présenter un peu? Moi, c'est Joël Darnès, étudiant en master 2, droit et carrière judiciaire, option recherche. Tout à l'heure, vous avez, lors de votre exposé, vous êtes appesanti sur certaines données, notamment sur le thème, sur le terrorisme. Alors, j'aimerais poser la question de savoir à Madame l'ambassadrice, vu l'appréhension du chef de l'État en ce qui concerne aussi le terrorisme, lorsque dit menace globale, réponse globale, qu'est-ce que, de manière pratique, de manière pragmatique, qu'est-ce que l'Union européenne a fait jusqu'ici pour pouvoir, n'est-ce pas, rejoindre le chef de l'État camerounais dans la lutte contre le terrorisme? Merci. Niveau 3, option développement. Bon, la majorité de nous porte sur la question du développement en Afrique. Et à ce titre, parlant des accords de partenariat économique, je voudrais poser une question à 2 volets, madame. Le premier volet porte sur la question des coopérations. Je voudrais demander à madame quelles sont les chances pour que les Africains et l'Union européenne puissent avoir une voix qui pèse autant l'une que l'autre lorsqu'on parle de partenariat. La deuxième question, je vais pour commencer me référer à une interview du professeur Namboso que j'ai suivi, où il disait déjà en Afrique on est passé de la notion de développement à la notion d'émergence. Et donc, c'est pour dire que la notion du développement est relative à la société dans laquelle on se trouve. Seulement, on a sans cesse cette impression qu'on essaye de suivre un modèle standardisé de développement. À ce titre, je voudrais demander à Madame l'ambassadeur quelles sont les chances pour que
le modèle de développement européen soit propice en Afrique. Merci. Merci, Mr. Rector, Madame Ambassador, welcome to China, welcome to Cameroon. My name is Manjong Shaka. I'm a master's student in law and political science. I'm studying international trade and investment law in Africa as a program. Now my worry is as to do with the EPA, that's the Economic Partnership Agreement. My first question is to Madame the Ambassador is the European Commission or the European Union aware of the optimism that has been expressed by Cameroonians as far as they signed the EPA agreement that Cameroon is the first country in CEMAC to ratify that agreement? Because recently they have expressed, the Cameroon population has expressed so much worries as far as that EPA is concerned. Secondly, my question has to do again with why are the other African countries, the other CEMAC countries, very hesitant to ratify that EPA? And why has Cameroon ratified the EPA without putting in place the implementation criteria? Why ratify before putting, instead of putting the implementation criteria before ratification? Thank you very much, Madam the Ambassador. Thank you very much. The Faculty of Applied Foreign Languages, Department Modern English Letter. Just from what Madam the Ambassador has said, we've heard something concerning insecurity in our nation, especially up north. Now, my worry is, she made allusion of some aid from the European Union. We don't know if the help from the European Union is to make sure that what we, the Cameroonians, have received should move accordingly. For we really feel bad to see our brothers up north going into those. So I hope the EU do something possible to rescue the situation. Thank you. Thank you very much. Mesdames, Messieurs les étudiants, merci. En effet, les questions posées sont tellement vastes qu'on pourrait y passer tout l'après-midi. Mais je vais essayer de répondre simplement et très directement. Et je vous remercie aussi de la qualité des questions et du ton employé. Alors, peut-être la première est extrêmement intéressante. Elle est effectivement très très précise. Je vous remercie de ce niveau de connaissance en effet de nos accords. C'est un accord que je n'ai pas mentionné dans mon propos préliminaire, donc c'est l'accord FLECT. C'est également un accord commercial, on prend cette nature commerciale, et ça concerne donc la gouvernance forestière. Alors l'accord FLECT, il est sur une base volontaire, et dans le monde aujourd'hui, alors j'ai pas ça peut-être très très exactement, mais je dirais qu'il y a au moins une douzaine de pays qui l'ont signé et il y a beaucoup d'autres pays intéressés. Et dans les pays qui l'ont signé, vous avez des voisins, parce qu'effectivement, les forêts du bassin du Congo sont une ressource mondiale, c'est aussi un bien mondial qui a une extrême importance et les gouvernants de ces pays en ont conscience, c'est pourquoi nous avons plusieurs pays de la sous-région qui ont signé l'accord FLECT. Parmi les très grands signataires de l'accord FLECT aussi, il y a l'Indonésie. L'Indonésie est un très grand exportateur de bois, comme vous savez, et de bois tropical. Donc, vraiment, je suis très très intéressée par la question, mais je veux aussi revenir sur des aspects légaux. Vous avez mentionné que l'accord FLECT permettait donc à l'Union européenne de s'assurer de l'origine légale du bois. Alors je vais dire oui, en effet, mais ce n'est pas seulement le but de cet accord. Et il y a un autre règlement qui nous permet d'avoir cette assurance, c'est le règlement bois de l'Union européenne, qui est en vigueur, qui est appliqué. L'intérêt de l'accord FLECT, par rapport à ce que vous avez dit, c'est que ça ne permet pas seulement à l'Union européenne d'avoir la certitude, mais au monde entier. Ça vous donne un certificat de légalité pour exporter votre bois dans le monde entier. C'est un immense avantage comparatif.
Et c'est pour ça que nous insistons tellement, parce que parfois on peut se dire, mais pourquoi vous avez besoin du FLEGT puisque maintenant vous avez le règlement bois? Et pour les pays producteurs, c'est bien mieux d'avoir le FLEGT que de ne rien avoir, bien entendu. Donc très très important. Ensuite, vous avez dit, oui, il n'y a pas eu un premier certificat, en effet. Et je suis au regret de vous dire aussi qu'il n'y a pas eu un seul certificat dans le monde. Parce que c'est un accord complexe, parce qu'on fait très attention, parce qu'il y a beaucoup de conditions à remplir, parce que la traçabilité notamment est extrêmement compliquée à assurer. Mais on est très confiant, en tout cas moi je suis très confiante, que le Cameroun sera l'un des premiers émetteurs de certificats FLEGT. Et donc, personnellement, je co-préside avec monsieur le ministre de la Forêt et de la Faune le conseil ministériel FLEGT. Et il y a bien sûr des comités techniques et la prochaine réunion aura lieu dans quelques semaines. Je pense que le conseil est prévu en juin, le prochain conseil. Donc, en effet, on peut regretter les délais, mais néanmoins, sachez qu'on travaille énormément et que ça a changé la donne et que ça a changé les pratiques et que ça va contribuer donc à valoriser, et vous l'avez mentionné, vous avez demandé à la fois la protection et le développement. Tout l'enjeu est là. Nous ne voulons pas non plus une Afrique où on ne toucherait à rien et où on regarderait, comme m'avait dit un ministre à Libreville, les éléphantos. Les éléphantos, c'est joli, mais ça ne rapporte pas beaucoup, encore que, prenez l'exemple du Kenya, vous verrez que les éléphantos, ça rapporte. Donc c'est un choix aussi économique, c'est un choix de développement, c'est au gouvernement qu'il appartient de prendre ses choix, mais bien entendu dans le cadre de la COP21, de la préservation environnementale, de ce que j'appelle des biens publics mondiaux, vous êtes certainement familiers de ces notions, la forêt, en particulier la forêt tropicale, est un bien public mondial que nous entendons préserver, ou du moins contribuer à sa préservation, mais sans figer les choses, en permettant aussi le développement des pays par l'exploitation durable des forêts. C'est surtout le mot durable ici qui importe. Alors, une dernière précision, parce que je sais que c'est un sujet contentieux ici, on voit parfois dans la presse des communiqués. Donc, le Cameroun se sent souvent en position d'accusé. Et bien sûr, il y a des difficultés, tout le monde le sait, c'est très très compliqué la gouvernance forestière. Néanmoins, je tiens à vous informer, parce que ceci n'est pas vraiment dans les journaux, qu'il n'y a pas plus de 2 semaines, ou 3 semaines au grand maximum, il y a eu les premières sanctions prises dans le cadre du règlement bois à l'Union européenne. Et ce n'est pas pris par l'Union européenne, c'est pris par les États membres, par les autorités en fait même administratives des États membres, ce sont des sanctions administratives. Et la première a donc a été prise aux Pays-Bas. Ça concernait en effet du bois originaire du Cameroun, mais ce n'est pas le Cameroun qui est condamné. C'est la société importatrice européenne. Et dans la même semaine, il y a eu ce que nous considérons donc comme des grands succès, parce que ça veut dire que ça marche. Il y a eu une deuxième sanction qui a été prise, cette fois-ci en Suède, et ça concernait du bois thaïlandais. Donc, vous voyez l'importance du droit, si vous voulez, des accords internationaux, pour arriver à des résultats en termes de valeur économique et de durabilité et de partenariat, parce que c'est en partenariat que nous travaillons sur ces sujets. Donc, j'espère avoir répondu. Nous sommes donc en effet attentifs aux deux aspects. Protection, parce qu'il y a des forêts, et en particulier aussi des peuples qui vont dans les forêts, qui doivent être protégés. Et bien sûr, développement, exploitation économique durable. Et ici, le Cameroun aussi est remarquable, puisqu'il a pris une législation pour aussi exporter plus du bois transformé que du bois brut. Bon, ce n'est pas encore totalement en application, mais bien d'accord, là encore, ça incombe aux autorités, mais c'est un cheminement très intéressant que de dire aux exploitants aussi, vous devez transformer le bois et non pas l'exporter directement, parce qu'il faut que la valeur ajoutée de la transformation reste au Cameroun. Donc, maybe this leads us to EBAS, because it's exactly about this. So, if I understand correctly, there were two questions, I believe, or at least one about EBAS.
And it was about, is the EU aware of the worries of the Cameroonians or the business community also, most probably, in Cameroon? Yes, indeed. Yes, we follow this. We are very well aware of all the worries, of all the concerns. But be aware also that the agreement is ratified on a voluntary basis. And if I may, Mr. Rector, I would just mention that it was signed a long, long time ago. The ratification is recent, but the signature has been done much, much earlier. 2009, exactly. So, I insist, it's also a partnership agreement. We did not put any gun on any head of anyone. It was signed voluntarily. And Cameroon knows its interests, and that's why it has been signed. We obviously regret that other countries of the region have not signed yet another agreement, because the present agreement is also regional. This is to be understood. Anyone who wants to come can come and also sign this agreement. But there is in parallel another negotiation on a regional agreement. So nothing is ended. Everything is still on the table. And with regard to the timing and the fact that the country would not be prepared, my reply will be yes and no. First of all, so the ratification has been done is full consciousness and awareness of the advantages and disadvantages, possible disadvantages, because I don't see much of them. Secondly, Cameroon has a diversified economy, which is not the case of other countries in the sub-region. Thirdly, you are ready, and everything has been done in the agreement itself, so that, which is good, because you export oil, you export wood, you export a lot of goods, in fact, to EU, but mainly, I would say, minerals, including oil, and also, so as I mentioned, wood is a main export to the EU. Secondly, so you have, with IPA, you have a complete free access to EU. That is, no tariff barrier, absolutely no taxation to your export. It's zero rate of taxation for the EU, and you have no quantitative restrictions. You can export in any quantity you wish. Obviously, the issue is what you have to export and are you able to produce for export. That's the main issue. But otherwise, it's a completely free access to the European market. On the contrary, Cameroon has a right to tax the EU import to Cameroon. And our access has been given, it's already secured. We never touch it, in fact, even pending the ratification. But you still tax all our imports, and you have a schedule, you have a scheme for putting in place progressively the opening of your market up to 80%. But meaning also that you still protect, for example, your agricultural product and your wood, for example. Wood and agricultural products are within those goods which are protected. So I believe this scheme gives enough time to put in place the necessary conditions, and don't underestimate your country. Don't underestimate its capacity to produce export goods. You already export. And my final point, well, maybe no, two more points, but one point on this is that don't forget also that EU is your main trading partner. Don't believe it's China, don't believe it's the United States, it's Europe. It's no one else. Here too, you should check the data and you will be amazed. Okay? And the other point is that
We don't abandon you, we know the difficulties, so we provide also a number of programs for putting enterprises at a competitive level. Le bureau de mise à niveau des entreprises au Cameroun is notably financed by us through programs with the private sector, as are also some of the initiatives taken by the Cameroon Business Forum. So I believe we have a comprehensive approach on this. I hope I replied to the question. Maintenant, je repasse en français. Donc je continue sur la logique du développement et je terminerai donc par la sécurité. Le développement en Afrique, donc avec l'APE, je l'ai mentionné. Bien sûr que nous croyons en l'APE, mais nous croyons en l'APE pas seulement comme un accord commercial, mais également comme un moyen de développement, comme un véhicule de développement. Pourquoi ? Parce que nous avons notre propre expérience. L'APE s'est conclu avec des régions. Donc, au cas particulier, c'est le Cameroun et la région, mais bon, l'objectif, c'est de conclure avec des espaces régionaux pour favoriser l'intégration régionale, pour favoriser les échanges. Connaissez-vous le taux d'échange interrégional de l'Afrique centrale? Avez-vous une idée du pourcentage de commerce interrégional en Afrique centrale? Des chiffres, donnez-moi des chiffres. Est-ce que quelqu'un peut répondre à cette question de Madame l'ambassadeur? Oui. Donc, vos voisins, tels que le Tchad, la République centrafricaine, et bien sûr le Nigeria, même s'il ne fait pas partie de la région Afrique centrale. Et donc l'APE favorise cette intégration régionale et favorise donc ce développement de richesse au niveau régional. Donc oui, nous croyons au développement de l'Afrique, notamment par l'APE, mais pas seulement. En ce qui concerne donc le modèle, quelles sont les chances pour que le modèle européen soit propice en Afrique? Encore une fois, c'est une très vaste question. Mais si vous regardez aussi les résultats, je veux dire, nous n'avons pas à rougir. L'Europe, on a tendance à l'oublier. Hein. Pour moi-même, je suis très souvent sur la défensive. Parce qu'évidemment, on voit bien qu'il y a des problèmes en Europe. Je ne vais pas vous dire que tout fonctionne à merveille et qu'on a résolu tous nos problèmes. Mais c'est la première puissance économique du monde, l'ensemble de l'Union européenne. C'est la première puissance commerciale du monde. C'est le premier donneur d'aide de coopération au développement au monde. Quand vous voyez la crise migratoire actuelle, c'est évidemment extrêmement inquiétant pour nous et ça nous pose d'innombrables défis. Mais en même temps, le fait qu'il y ait plus d'1 million de personnes, voire 2 millions qui veulent rejoindre l'Europe, ça dit quelque chose. Ça dit que nous sommes effectivement un espace de stabilité et de richesse qui attire encore énormément de monde. Et ça veut dire que nous avons eu un modèle qui a réussi, en tout cas en termes de stabilité. Nous n'avons pas de guerre en Europe, nous n'avons plus de guerre en Europe. Nous avons des institutions extrêmement solides, nous avons construit un modèle d'évolution de compétences, encore une fois, en retenant le principe de subsidiarité. Donc on traite au niveau approprié ce qui doit l'être, on essaye de garder au niveau le plus élevé que ce qui est considéré comme mieux traité au niveau le plus élevé, le reste reste au niveau national, voire local, régional. Donc ça c'est un modèle de développement à mon avis. Et donc j'ai bien compris que c'était une question sur le relativisme, disons culturel, ou le relativisme des modèles de développement. Mais pour ma part, je pense aussi que je ne vois pas de développement sans infrastructure, je ne vois pas de développement sans eau potable, sans route, sans éducation. Et donc ces modèles-là ont été aussi les modèles européens. Il y a une énorme différence aujourd'hui, et vous avez cette chance-là, c'est que nous avons mis 300 ans environ à nous construire ainsi, et vous, avec un peu de chance, vous mettrez 30 ans. Je
plaisante pas. Nous, on a fait des poteaux téléphoniques. Vous voyez ce que je dis? On a fait des lignes téléphoniques. En Chine, ils n'ont pas conçu une ligne téléphonique. Ils sont passés directement au portable. Et évidemment qu'ils ont raison. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a une telle accélération aussi dans le développement que c'est votre immense chance. Vous aurez peut-être la chance, et vous en êtes l'exemple, vous pourrez bénéficier de technologies qui vous feront gagner énormément d'années en développement. Et alors, encore un point peut-être de mon afro-optimisme, dans quelques années, et c'est dans pas longtemps, vous représenterez 50% de la population active mondiale. Aujourd'hui, vous autres, jeunes Africains, vous êtes environ 10% de la population active mondiale. Dans 30 ans, vous serez 50%. C'est votre immense atout, encore une fois. Bon, s'il vous plaît, n'ayez pas peur de vous-même, n'ayez pas peur de vos chances de développement. Et donc, nous ne nous en cachons pas, nous avons un intérêt partagé à ce que vous développiez, parce que c'est souvent la question qu'on me pose aussi, mais quel est l'intérêt pour vous? Pourquoi vous êtes si généreux avec nous? Mais parce qu'on a compris que l'avenir aussi c'est ici, parce qu'on sait qu'on a besoin de votre croissance, parce qu'on sait que vous êtes un marché aussi, et parce qu'on sait aussi qu'on a intérêt à une stabilité globale, bien entendu, et que cette stabilité globale, nous ne l'aurons que si les citoyens ont à leur disposition les moyens de vie aussi, donc, et de stabilité. Donc ça me mène à la question de la sécurité. Il est évident que nous aussi, nous travaillons toujours avec cette idée de ce qu'on appelle le nexus développement-sécurité. Il ne peut pas y avoir de développement sans sécurité, il ne peut pas y avoir de sécurité sans développement. Donc là, je reviens à notre intérêt partagé. Qu'avons-nous répondu à l'appel de son Excellence le Président Paul Biya, à menace globale, riposte globale? Bien évidemment qu'on a répondu, vous l'avez vu. D'abord, alors là, ce n'était pas l'Union européenne en tant que telle, mais elle était également associée. Il y avait le sommet de l'Élysée, c'était organisé par la France. L'Union européenne, comme je l'ai indiqué, était présente parce que nous avions déjà conscience à ce moment-là de l'enjeu, bien sûr. Très concrètement, nous faisons énormément de choses parce que si la menace est globale, elle nous a touchés en plein cœur, vous le savez très bien. J'ai mentionné Bruxelles, j'ai mentionné Paris. Nous sommes attaqués, non seulement dans nos pays, mais également ailleurs. Vous savez très bien qu'il y a des pays où on vise les expatriés, où on vise spécifiquement les Européens, où on a visé même la force européenne, même au Mali, c'est ce qui a été visé très récemment. Et nous répondons tout à fait présents au Cameroun comme ailleurs. Et ben, je donne quelques exemples. L'Union européenne s'est engagée et est prête à le faire. Tout est à disposition. Il ne manque que quelques accords entre l'Union africaine et les pays concernés. Donc à mettre à disposition par exemple de la force multinationale mixte donc, pour le bassin du lac Tchad, 50 millions d'euros dans le cadre donc, de la facilité paix africaine. C'est une somme très importante. Donc, dont 7 millions d'euros pour l'état-major camerounais. Nous avons également, dans le cadre du sommet de la Valette, créé un fonds fiduciaire, donc un fonds d'urgence, mais qui tend à traiter aussi les causes profondes de la migration et parmi elles, bien sûr, les questions de sécurité et de développement. Donc, notre programme de coopération FED inclut déjà énormément d'actions, bien sûr, au Cameroun, de développement dans toutes les régions, mais actuellement, nous essayons de focaliser nos actions, en particulier d'urgence, sur les régions du Nord, et en particulier de l'extrême Nord et de l'Est. Par exemple, nous pourvoyons aussi à la sécurité à l'Est. Nous apportons de l'aide aux réfugiés, vous le savez. Nous ne gérons pas en direct, nous donnons à des ONG en particulier ou des organisations onusiennes, mais nous sommes extrêmement présents sur le terrain et donc ce ne sont pas que des mots, ce ne sont pas que des paroles, il y a énormément de fonds investis et j'espère que vous comprenez aussi qu'aujourd'hui l'Europe est en crise, elle est en crise économique et malgré cela, nous continuons à tenir nos engagements et nous allons même au-delà.
Parce que la bonne nouvelle aussi pour nous tous, c'est que les citoyens européens comprennent parfaitement qu'aujourd'hui, encore plus qu'avant, l'aide au développement est importante. Même si elle est critiquable, même si on peut dire qu'elle n'a pas produit les résultats qu'on attendait, il n'empêche que nous considérons que nous avons aussi ce devoir de rester engagés à vos côtés. Voilà, j'espère avoir répondu aux questions. Merci infiniment, excellent. C'est extraordinaire à quel point vous avez pris le temps de répondre une à une aux questions en donnant des exemples, des chiffres, des lieux. J'espère que les étudiants qui ont posé ces questions sont satisfaits. Il y a un étudiant qui a évoqué la question de l'émergence. Peut-être que ce ne serait pas le lieu. Hein. Si vous le voulez, on pourrait en discuter. On pourrait faire une autre conférence entre nous. Quand on va organiser une conférence sur l'émergence. Quelques concepts extrêmement importants parce que lorsque tant de pays africains s'engagent tous, quasiment au même moment, autour d'un concept comme celui-là, on peut se poser des questions et j'aurai l'occasion, moment venu, peut-être d'échanger avec vous là-dessus plus longtemps. Aujourd'hui, nous avons un ambassadeur avec nous. C'est elle qu'il faut avoir comme interlocutrice et pas moi, pas le recteur. Autre question, monsieur, vous avez un mot? Masters in International Trade and Investment in Africa. My question is, why is it that CEMAC and other mechanisms are still tied to the French currency, the French francs, that is not more legally used in France today, because they are using euro, and the CEMAC and other members are still using French francs, which is not a legal tender in our country. Thank you very much. Thank you very much. Je suis M. Mambri Pouka, étudiant en faculté de sciences géopolitiques et politiques, master 2, option 3. Madame chef de la délégation de l'Union européenne, l'objectivité intellectuelle m'oblige de vous poser cette question. S'il vous plaît, face au débat sur le franc CFA, quelle est la position de l'Union européenne sur la volonté de certains pays de la zone franc de se défaire de ces tristes souvenirs coloniaux comme les arrivées de colonisateurs français? Merci. My question concerns climate change, which is one of the topics which have been constantly spoken in Cameroon. Now, as far as the UN wants to help us environmentally, I believe climate change is one of those aspects. My question is this: climate affects all of us, either directly or indirectly. This climate change is being caused by gases which are emitted into the atmosphere. These gases reach the atmosphere because of the problem we have for our waste management in Cameroon, either from agriculture, industries, or from the community. Because this waste is not being appropriately managed, in one way or the other, they emit gases into the atmosphere. Now in Cameroon, we've gone so far in that we know that we can collect our waste. The council is doing its best to collect community waste. But then the problem is, after all this waste is being collected, what happens to the waste? They are still dumped somewhere, which causes another problem. The industries which we have in Cameroon is true, economic development is good. But then, all the gases that come from our industries, where are they being directed to help us from this climate change? Also, the farm products which we use, chemicals and all the like, which cause this climate change, is also being produced still by our industries. Now, this is my question. As far as the UN wants to help us environmentally, what plan do they have for Cameroon to manage our waste in Cameroon? Thank you very much for this. Je voudrais adresser une sollicitation à Madame. Est-ce qu'on peut savoir qui vous êtes, quelle année, quelle date? Je suis Madame master recherche, faculté des sciences économiques et de gestion.
master de recherche. Je voudrais adresser une sollicitation à madame. Nous sommes, je crois, en train de parler de plus en plus de partenariats entre l'Union européenne et les régions, voire les pays. Mais nous utilisons le terme appui en tout temps, en tout lieu, en toutes circonstances. Je pose la question, est-ce que le terme appui est toujours approprié lorsque on parle d'évolution des relations entre ces grands espaces? Est-ce qu'il n'est pas opportun de chercher une terminologie beaucoup plus appropriée dans la relation entre les espaces? Merci. Je remercie son Excellence, M. Rico. Donc la question est la suivante. En tant qu'étudiant de physique 3 matière avancée, comment est-ce que nous pouvons apporter notre part de contribution à l'Union européenne? Déjà que nous n'avons dans notre travail, nous n'avons pas de matériel technologie pour travailler. Donc, comment est-ce que l'Union européenne peut nous aider à ce sens-là? Un autre recteur pour les étudiants présents. Bon, je voulais savoir si en fait c'est ma question. Moi, c'est Nadia Joséline Bosto, étudiante en faculté de sciences économiques et gestion de l'Université de Jean, licence 1. Oui, je voulais savoir, après tout, le problème du terrorisme est suivi dans le monde entier. Si, puisque l'Union européenne a la plus grande puissance économique dans le monde, si déjà, s'ils sont certains et nous pouvons avoir une solution la paix absolue dans le monde, et puisque c'est la plus grande puissance économique, pour que ce soit possible, nous devons passer par l'Union européenne. On devra savoir dans le cas contraire les perspectives qu'ils envisagent de prendre pour cette paix absolue future. Merci. Vous voulez savoir si l'Union européenne va apporter la paix dans le monde, c'est ça? C'est ça, la paix dans le monde. C'est ce que j'ai entendu pour raisonner. Donc, alors, je vais commencer par le franc CFA, puisqu'il y avait deux questions à ce sujet. Alors là, je vais confesser mon ignorance. À ma meilleure connaissance, l'Union européenne ne se prononce pas sur le franc CFA et ne s'est pas prononcée récemment. La réunion qui a eu lieu à Yaoundé vendredi et samedi dernier, c'est une réunion des ministres de la zone franc. L'Union européenne n'est pas concernée par la zone franc, même si le franc CFA est effectivement adossé à l'euro, puisque au moment de la conversion franc français, euro, etc., il y a eu l'incidence sur le franc CFA. Maintenant, donc ma réponse est une réponse personnelle, vous l'avez compris, puisqu'à mon avis, il n'y a pas de position de l'Union européenne. Je voudrais dire d'abord que la volonté exprimée par les pays, autant que j'ai suivi les débats en particulier du samedi matin, elle n'est pas unanime. Donc il n'y a pas eu unanimité de la zone franc par rapport à la position, par rapport au maintien ou enfin à l'évolution du franc CFA. La réponse donc de ceux qui sont compétents, à savoir au cas particulier M. Sapin, ministre de l'économie de la République française, a été de dire que le devenir de franc CFA était entre les mains des Africains. Et ma réponse à moi, quand même, c'est de vous dire, la création d'une monnaie unique, c'est extrêmement complexe et c'est une des choses qui, dans l'Union européenne, nous a pris le plus de temps. On n'a pas commencé par la monnaie unique. On a commencé par le marché du charbon et de l'acier. Vous voyez, on n'avait pas des ambitions délirantes ou démesurées. Ça, c'était en 58, enfin même avant 58, pas avant 50.
Et ensuite, en 1958, on a fait la communauté économique européenne et on a mis donc de très nombreuses années pour arriver à une création d'une monnaie unique qui aujourd'hui, comme vous le savez, fait débat parce qu'on estime que c'est un peu le même processus que un des étudiants donc interpellé au sujet de l'APE. On estime, pour certains, on estime qu'on a peut-être mis un peu la charrue avant les bœufs parce qu'on n'est pas allé au fond de l'harmonisation, notamment fiscale et budgétaire, et qu'on a une monnaie unique. Et donc, évidemment, on a des différences de développement en plus énormes entre les pays qui utilisent cette monnaie. Et on a vu la crise grecque, par exemple, c'était quand même quelque chose d'assez important. Mais on arrive à le surmonter parce qu'effectivement, on est quand même assez puissant et assez riche pour pouvoir surmonter ce genre de crise. Mais pour dire que personne ne veut contester les ambitions de l'Afrique, et de l'Afrique au cas particulier francophone et lié au franc CFA, mais il faut avoir les moyens de ces ambitions. Et très honnêtement, créer une monnaie unique, c'est très compliqué. Maintenant, quel est l'avantage aussi, je suis là pour parler des avantages, pas des inconvénients, donc quel est l'avantage du franc CFA pour vos pays? C'est que ça assure une stabilité de la monnaie. Si vous créez une monnaie aujourd'hui, que vaudrait un franc, enfin une monnaie autre, que vous appeliez comme vous le souhaitez, un dollar, disons de l'Afrique centrale, déconnecté donc d'une valeur autre qui est en fait garantie par un autre État? Moi, honnêtement, je m'interrogerais, et je pense qu'en fait les ministres des Finances s'interrogent. Après, évidemment, la question qui est sur la table, c'est en fait la question de la réserve à la Banque centrale. Bon, là, bien sûr, je crois qu'à nouveau, les ministres eux-mêmes se sont déclarés ouverts, mais c'est une question pour eux, pas pour l'Union européenne, vraiment. Donc, honnêtement, je pense qu'il y a peut-être de légers désavantages avec le franc CFA, notamment en termes de compétitivité, mais il y a également de grands avantages, en particulier en termes de stabilité et de garantie à l'international. Waste management, yes, I'm here for that. This morning I visited a pilot project, you know it. Chang is renowned for that. You're the champion of waste management in the western part of Cameroon, but not only, and we contribute to it. We are one of the technical and financial partners for this project. So, frankly, again, but this leads me to the other question about, on n'a pas de matériel à l'université, qu'est-ce que vous pouvez faire? L'Union européenne ne peut pas tout faire. Elle ne va pas résoudre tous les problèmes du monde. Elle n'est pas là pour ça. Mais elle est effectivement un partenaire, et j'aime beaucoup cette question sur appui. Vous avez remarqué, peut-être je me suis reprise tout à l'heure, je parlais d'aide, et c'est un mot que personnellement je n'aime pas. Et même appui, et avec les autorités, nous parlons toujours aussi d'accompagnement. Nous accompagnons. Et pour accompagner, il faut qu'il y ait quelque chose. Donc, par exemple, c'est le principe sur l'appui budgétaire. Bon, là, c'est le terme standard, budget support. Quand on fait de l'appui budgétaire, c'est pour accompagner les politiques existantes. Mais s'il n'y a pas de politique, si la politique sectorielle n'existe pas, à ce moment-là, on ne peut pas faire d'appui budgétaire accompagnant le secteur. Donc, vraiment, bien sûr, on va, vous voyez ce que je veux dire, les langages sont imprégnés peut-être dans nos cerveaux, mais on en a eu l'exemple cet après-midi. Vous voyez que nous nous comportons en partenaire.
mais parfois de votre côté aussi, il y a cette demande d'aide formulée de manière extrêmement directe et qui finalement vous empêche cette réalité de partenariat telle que moi je peux la vivre, telle que d'autres personnes ici peuvent la vivre sur le terrain. C'est-à-dire qu'on ne vient pas ici comme des donneurs de leçons pour vous dire voilà comment vous allez vous développer, voilà le modèle à suivre. Et pour compléter ma réponse d'ailleurs sur le modèle européen, il y a certes un modèle de construction européenne, mais au sein des pays européens même, vous seriez stupéfait de leur diversité, même dans les modes de gestion, dans les politiques, dans la manière de régler les problèmes. Moi, je prends toujours l'exemple des autoroutes. En Belgique, il n'y a pas de péage et il n'y a pas de vignette. Et les autoroutes ne sont pas très bien entretenues entre nous. Hein. En France, il y a des péages et elles sont très très bien entretenues. Et dans d'autres pays, il y a des vignettes annuelles où, par exemple, les transporteurs routiers payent évidemment beaucoup plus que les voitures individuelles parce qu'ils abîment beaucoup plus les autoroutes. Donc, vous voyez, on a énormément de modèles à offrir. On n'a pas un modèle unique, ni de sécurité sociale, ni de marché du travail, ni de construction d'infrastructures. D'ailleurs, ce qui parfois nous pose problème, par contre, pour les normes. On a encore des problèmes de compatibilité de normes, même en Europe. Mais par contre, ce qu'on a vraiment en commun, c'est, je dirais, et là aussi, on a des royaumes, hein, on a des républiques, mais ce qu'on a vraiment en commun, c'est les fondamentaux de la démocratie. Et ça, je crois que c'est très très important. Et donc, ce que je voulais dire par là, c'est aussi que donc, la croissance, le développement, la stabilité d'un pays, ça se fait aussi donc avec évidemment l'association des citoyens par divers moyens. Il y a évidemment la démocratie représentative, mais il y a aussi les associations de base, la vie associative, la société civile, les corps intermédiaires, ce que nous appelons les corps intermédiaires, dont les syndicats, et tous ces groupements, toutes ces associations, tous ces regroupements de citoyens contribuent donc au développement et à la stabilité des pays. Donc la dernière question, c'était sur la paix dans le monde. Nous ne sommes pas l'ONU. L'Union européenne n'est pas l'ONU. L'Union européenne aussi, et c'est peut-être une faiblesse, n'a pas construit pour le moment de pouvoir militaire. Il n'y a pas d'armée européenne. Nous n'avons pas d'intervention armée nulle part. Donc, nous avons par contre des missions d'assistance, nous avons des missions militaires, nous avons des missions civiles, mais nous ne sommes pas donc les casques bleus onusiens. Donc c'est une très grande différence. Nous nous définissons comme soft power, comme vous le savez, et je crois que ça c'est très important. Mais il est vrai qu'aujourd'hui, nous nous rendons parfois compte des limites de cette approche, et il y a de plus en plus de pression, personnellement j'apprécie, vers une véritable donc, armée aussi européenne, vers une capacité d'intervention, notamment à l'extérieur, mais aussi à l'intérieur, qui soit plus grande. Et on l'a vu, vous l'avez vu dans le cas de la France, lorsqu'elle a été attaquée, c'est la première fois qu'elle a été fait l'usage d'un article du traité sur la solidarité, la réponse, donc en cas d'attaque, puisqu'elle se considérait effectivement attaquée, et ce qu'elle était, et qu'elle appelait à l'aide ses partenaires européens pour une réponse, y compris militaire, sécuritaire. Donc on va vers cela, mais honnêtement, nous n'avons jamais eu l'ambition d'être le gendarme du monde. Donc, mais néanmoins, évidemment, nous œuvrons, et en particulier, nous sommes également le premier contributeur à l'ONU. Nous sommes le premier contributeur, et nous croyons au système multilatéral, que ce soit pour la paix et la gouvernance, ou pour le commerce. Nous sommes des défenseurs aussi de l'OMC. Nous estimons que les systèmes multilatéraux protègent beaucoup mieux les pays les plus faibles notamment. Voilà, ça c'est notre conception de l'harmonie du monde. Merci. Merci infiniment pour cette clarification sur le rôle de l'Union européenne. Moi c'est Lucille Bas, je
chercheur sur les mentalités européennes. Chercheur sur les mentalités européennes. Sur les mentalités européennes. C'est une discipline de l'université de Jean? En rapport avec l'Afrique, bien sûr. Très bien. Très bien. Allez-y. Je suis dans le département de langue étrangère. J'avais bien compris. Alors, je voudrais vous donner quelques titres de mes recherches afin de poser la question. En fait, en 2013, j'ai publié un ouvrage sur une identité de l'Union européenne à partir des flux emblématiques. Ensuite, on ne vous entend pas. Il faut être précis pour qu'elle puisse prendre. Le titre, c'est ceci: une identité de l'Union européenne à partir des figures emblématiques. Le second titre, c'est quand la nature se retourne contre les Européens. Une analyse de la symbolique du soleil sur le continent européen. Ça, c'est le second titre. Le troisième, l'Europe patriotisme comme un moyen de construction de l'identité européenne. Alors, au cours de mes recherches, j'étais à la recherche d'une bourse, mais j'ai remarqué que les chercheurs qui travaillent sur l'Union européenne sont favorisés en Europe. Mais ceux qui sont non européens n'ont pas accès à la bourse. Est-ce que Madame peut nous dire quelque chose là-dessus? Merci. Étudiant au département d'études africaines, master 2, Afrique et mondialisation. Master 2. Non, allez-y, mondialisation, d'abord. Je voudrais savoir, avec le monde qui est dominé par le phénomène de mondialisation, est-ce que le fait que vous libéralisiez les visas ne faciliterait pas l'immigration et que les étudiants ou bien les ressortissants des pays partenaires avec l'Union européenne continuent toujours de voir les pays comme si c'était des sous-pays? Et de deux, est-ce que l'Union européenne a déjà mis en place une politique pour autonomiser les pays partenaires afin qu'ils soient davantage acteurs dans le contexte de mondialisation et non sujet? Merci. Merci. The European Union provides aid to countries which are undeveloped. But we see that these aids are being attached with strings. Many times when you go for loan, they tell you, we'll give you money, you'll use this money to buy mosquito nets to distribute to your population. And the loan accrues interest, which that interest will be refunded. Whereas we could use the money to invest in projects which at the long run will accrue more so that we'll be able to repay, refund our loans. But we've come to discover that with such strings and many others, we are always indebted to the European Union. And that is why we cannot be proud to be independent, because each time we have a problem, we go back to our parents. Because in 6 years of independence, we see ourselves that the European Union is saying to encourage African nations, countries to be developed, but we don't see concrete actions. Why not probably initiate inter-regional partnership within the African countries than treating it towards the European Union? Secondly, you probably talk of the right to that we should protect the environment. Europe has been constructed and we don't see why they need raw materials. But we in Africa, we need to develop. We cannot develop without infrastructures, as you rightly said. We cannot build schools, hospitals without woods, without a forest. And you people are coming to a level where people have placed human rights, environmental rights. That violation of it, the country will be sanctioned. We don't know, it is as if we are in a vicious
cycle. You are the one dictating the rules, and for the unprivileged countries just to follow. Thank you. Thank you for this question. We are talking about aid from European Union. And then our exchange rate with European Union for our raw materials is with money. Why can it not be with technology from Europe? That's my question. Thank you. On va traverser, on va aller de l'autre côté. J'ai vu un doigt là-bas. Monsieur le recteur, bonsoir Madame l'ambassadrice, soyez la bienvenue à l'Université des Champs. Ma question est celle-ci. Puisque de nos jours, je suis étudiant en faculté des sciences, mathématiques et informatique niveau 2, et je suis aussi, pour préciser l'orientation de ma question, membre d'Internet Society, Cameroun Chapter. Madame l'ambassadrice, compte tenu de ce phénomène de terrorisme mondial, on se retrouve coincé dans un système où tout le monde est surveillé, on ne fait confiance à personne, et puis on se retrouve avec des gens qui vendent leur liberté pour la sécurité. Quel est le point de vue de l'Union européenne sur cette question? Merci, monsieur. C'est des questions. Faculté des lettres et sciences humaines, espagnol. La question que je peux poser, c'est celle de savoir. Tout à l'heure, Madame l'ambassadrice a dit que l'Union européenne n'est pas là pour donner tout. L'Union européenne vient juste en aide. Bon, je ne sais pas quand même dans la foresterie. Tout à l'heure, ils ont parlé de la transformation des bois. Avant de transformer les bois, bon, l'Union européenne n'est pas là pour donner tout. On doit venir en aide. Elle a parlé des conflits pour le cas de Boko Haram au Cameroun. La question que je veux savoir, c'est que si le Cameroun avait sa pleine indépendance économique, est-ce qu'il ne pouvait pas être capable d'aborder certains problèmes sans juste faire appui à l'Union européenne? Et pour le cas de la foresterie, j'espère que la transformation des bois dont ils ont parlé, tout transformer, il faut d'abord l'indépendance économique. C'est juste la question que je voulais savoir. Bonsoir, monsieur le recteur. Moi, je m'appelle Annie Félix, étudiant en master de l'année italien. Ma question est celle-ci. J'aimerais savoir quelle est l'action européenne en faveur de la promotion de l'éducation en Afrique et au Cameroun en particulier. Merci. En faveur de la? Quelle est l'action de l'Union européenne sur le plan éducationnel en Afrique et en particulier au Cameroun? Si possible, avec les étudiants. D'accord. Moi, c'est l'étudiant chimie Lionel, physique pour option matière condensée. Et ma préoccupation est de savoir s'il existe des avantages pour nous, étudiants inscrits dans les filières de sciences pures, précisément. Et est-ce que ceux-ci, nous qui sommes, vont avoir l'avantage d'obtenir pour ceux qui pouvoir continuer nos études peut-être à l'étranger? Vu S'il vous plaît. Posez votre question, monsieur. Allez-y. Ma préoccupation est de savoir, vu nos laboratoires qu'on a ici, de savoir si on pourrait avoir des avantages de ce partenariat entre l'Union européenne et les pays de la sous. Avantage dans le partenariat de l'Union européenne et de la sous-région. En matière d'éducation aussi. En matière d'éducation. Merci. Qui me disent aussi qu'apparemment, en octroyant des visas, nous continuons à créer, donc à créditer l'idée qu'il y aurait des pays moins développés qui ne seraient pas en mesure donc, de fournir une éducation correcte. Et d'autres qui demandent au contraire comment fait-on pour rejoindre l'Europe et comment fait-on pour obtenir des bourses. Bien. Mais ça fait partie de la vie, hein, les contradictions. Donc,
comme j'ai déjà dit, ne vous sous-estimez pas. Et en particulier ici, je suis vraiment très impressionnée par le niveau de vos questions, par le niveau de votre formation. Mais ce n'est pas la première fois. J'ai vu à Yaoundé aussi, notamment à l'École nationale supérieure des travaux publics, des étudiants absolument remarquables. Donc vraiment, les étudiants camerounais sont d'ailleurs connus sur le marché européen aussi. Et bravo. Voilà. Alors, j'ai l'avantage, comme je sors quasiment en direct de cette réunion sur la migration, ces sujets-là ont été évoqués. Et les chiffres, mais sont astronomiques. Vous savez qu'en Belgique, vous êtes la deuxième communauté étudiante africaine, après le Congo, pour des raisons évidentes. Mais quand même, le Cameroun, deuxième communauté étudiante africaine. En Allemagne, vous êtes la première. Et c'est en dizaines de milliers. Donc, alors d'abord, ça montre une chose, c'est que l'Europe reste ouverte, que vous pouvez rejoindre. Deuxièmement, donc, vous avez le niveau. Troisièmement, vous pouvez aussi avoir le niveau ici. Donc, il n'y a pas de concurrence, vous voyez ce que je veux dire, sur l'excellence universitaire. Après, c'est des questions de choix, c'est des questions de valorisation. Évidemment qu'un diplôme européen, ça valorise aussi sans doute votre cursus. Ça vous ouvre sans doute des portes, de même qu'un parcours américain. Mais je ne suis pas là pour plaider pour le parcours américain. Donc, voilà. Alors, pour ce qui est de l'Europe, donc vous l'avez compris, notre politique de visa est quand même très ouverte, en particulier dans certains États membres. Donc, honnêtement, nous avons 6 États membres représentés, accrédités au Cameroun, présents au Cameroun. Nous avons d'autres États membres accrédités au Cameroun, mais non résidents. Mais parmi les 6 présents, je vois aisément, en tout cas 4 d'entre eux, qui accueillent vraiment à bras ouverts les étudiants camerounais, à nouveau connus pour la qualité de leur formation initiale. En ce qui concerne les visas, nous avons parlé du sommet de la Valette. Il y a eu donc une feuille de route issue du sommet de la Valette. C'est un engagement donc à nouveau en partenariat avec les chefs d'État africains représentés, avec les États africains représentés, puisque c'était des processus, bon je ne vais pas être trop théorique, mais le sommet de la Valette, ça concernait les processus de Rabat et de Khartoum, c'est-à-dire Afrique de l'Ouest en quelque sorte et Afrique de l'Est, pour ce qui concerne les migrations et les visas. Et donc les dirigeants, à l'issue de ce sommet, se sont engagés à doubler le nombre de visas étudiants d'ici 2017. Voilà, donc ça c'est l'engagement qui a été pris et qui est en train de se réaliser. Ensuite, pour les bourses, alors je ne peux pas me prononcer, certainement monsieur aurait des choses à m'apprendre sur les mentalités européennes, j'en ai conscience. Mais pour les bourses, non, il y a des mécanismes, en particulier le mécanisme Erasmus, Erasmus Monde, ou plus, je crois qu'il s'appelle maintenant. Donc, nous-mêmes, par exemple, moi, en tant que chef de la délégation de l'Union européenne, je ne peux absolument pas vous octroyer une bourse. Par contre, vous pouvez l'obtenir via justement les partenariats entre universités et via les programmes entre universités. Donc, je pense que M. le recteur et ses collaborateurs pourraient vous fournir beaucoup d'informations à ce sujet. Donc voilà pour ce qui concerne les bourses. With regard to education in Africa and in Cameroon, education is not a priority for us in Cameroon because we have a limited number of priority sectors. We are limited to 2 sectors, in fact, right now. So one is governance, if you want, with including private sector and also justice sector and rule of law. In fact, civil registration, to give you some of the examples of what we do in this sector. And the other one is a very large sector already, it's rural development. So under this we put roads, we put rural electrification, we put also some water and sanitation program, and obviously agriculture.
But education is not strictly part of our portfolio. But as we have a number of instruments, you understand, we don't have only EDF, and even under EDF we have some mechanism like call for proposals, where so NGOs in particular, but also universities and also local authorities can apply. And through this kind of application, we got some subsidy or grants to some of the schools. So I mentioned l'École nationale supérieure des travaux publics received a grant from us, along with Italy government, for a partnership agreement, which is very, very successful. But there I wish to mention the training takes place here in Yaoundé, well, I mean here, there, in Yaoundé, and not in Italy. But then they got a diploma which is valid also in Italy. So this is a splendid example of cooperation and partnership. So indeed we do a lot for education in Africa as in the rest of the world, but specifically in Cameroon, I mentioned it is not one of our priority sectors. But France, for example, has education as a priority sector. Donc l'avantage, puisque il y avait beaucoup de questions sur les bourses, les possibilités d'étudier, l'avantage pour les étudiants en sciences pures, pour étudier à l'étranger. Donc j'ai mentionné le Erasmus, j'ai mentionné donc l'accord sur les visas pour les étudiants. Donc oui, sachez que vous serez accueillis à bras ouverts. Sachez que nous sommes très heureux d'avoir des étudiants africains dans les universités européennes. Et sachez aussi que donc, très récemment, mais donc ça c'est pas encore décidé, mais la Commission européenne a mis sur la table donc, de nouvelles propositions en matière de droit d'asile et de migration légale. Et parmi ces propositions figure la facilitation du droit d'établissement pour des diplômés justement recherchés. Et vous le savez, certains pays européens ont un déficit démographique, ont un déficit aussi en certaines qualifications, donc certains personnels qualifiés, et je pense que les sciences pures sont effectivement la recherche, un des secteurs d'intérêt pour un certain nombre de pays européens. Bon, si vous êtes vraiment intéressé, vous pouvez toujours venir auprès de notre délégation, pas moi-même aujourd'hui, mais écrivez-nous un mail, on fera la recherche pour vous, on essaiera de vous donner plus de détails pratiques et concrets pour pouvoir trouver des débouchés dans ce domaine. Alors, donc je pense avoir répondu aux deux premières questions sur les possibilités pour étudier. Il y avait une question, monsieur. I'm not sure I understood correctly, but about loans and vicious circles for development and concrete action. One characteristic also of our cooperation is that it takes the form of grants. You're very lucky. This is money given for nothing. It's not a loan. I'm not a bank. I'm a development partner and I deliver grants. 300 million euros in grants. This is enormous. We do deliver sometimes loans through notably the European Investment Bank. But this is another mechanism, and this is, if you want, this is also cooperation, but not under EDF. So you can prosecute others, but not us for the level of investment of Cameroon. That's the first thing. And this is very important. I'm joking, I seem to be joking, but I'm not. And this question is crucial. There were debates, so last week, intense debates with the Minister for Finance and the Minister of Economy. And you may have seen it, there were two seminars at the beginning of the week around this question. How can we get budget support? How can you prevent us from investing because of our level of indebtedness? This is a crucial debate in Cameroon today. So the question is not exactly this one. The question is about
not so much a level of debt, because we can see you have a level of debt which is roughly 20% right now. It will go up to 40% very, very quickly, but it's still 40% of the GNP, which is very low compared to, for example, the European countries. European countries have something like 80 to 120% of level of indebtedness. Japan has even 200%. But the cases are not comparable because the trust, if you want, in the signature is obviously much, much higher for Japan, and the debt is with its own citizens, not with foreign banks. See, so it's a very different system. But no one wished to prevent Cameroon from developing because of the level of indebtedness. But what is to be done is that the investments are those who are sustainable, those who are providing growth, those who are providing effectively development. And obviously they should be carefully chosen, and also the conditions for this program should be carefully examined. And there, as I said, the European Union is exemplary, and I can really give concrete examples of that. So I believe, indeed, it's complicated for a developing country to develop because precisely because of its level, it's sometimes difficult to find financing of the markets, but the partners are there also for that. De droits et taxes sur l'importation des machines, parce que ceci permettra aussi un développement accéléré du Cameroun, bien entendu. Et il n'y a pas, encore une fois, de concurrence, puisque le Cameroun ne produit pas de machines-outils. Donc, vous n'avez pas à nouveau d'inconvénient à l'importation, puisque ça n'a rien à voir avec votre industrie à vous. Par contre, ça vous permet de développer votre industrie. Et j'ai moi-même été témoin de lignes de production, par exemple, dans des usines à Douala, qui sont absolument remarquables. Vous le savez, ici on produit des jus de fruits, on produit des yaourts, tout ça, bien entendu, les lignes de production ont été importées. Si elles sont importées avec zéro taxe, c'est évidemment un avantage pour le développement du pays. Par contre, ce qui est beaucoup plus choquant, c'est que, par exemple, même pour vos yaourts et vos jus de fruits, les produits à l'origine, qui en fait sont ensuite reconstitués, eh bien, ils viennent aussi de pays tiers. Donc, par exemple, le jus de mangue ne vient pas du Cameroun, mais est importé. Et ça, moi, ça me choque. Si vous mettez des mangues dans vos yaourts, elles ne viennent pas du Cameroun, c'est quelque chose qui est importé de l'extérieur. Et bien là, je dis que le Cameroun a les moyens de produire localement ce type de choses. La même chose sur l'industrie laitière. La plupart des produits laitiers au Cameroun sont produits à partir de lait en poudre importé et pas du tout du lait produit au Cameroun. Quand on connaît le cheptel du Cameroun, c'est quand même quelque chose d'assez incroyable et qui peut être organisé. Et c'est ce vers quoi nous travaillons, nous. Voilà. Donc votre indépendance économique, même si je ne suis pas sûre d'avoir compris la question, voilà comment on peut la construire, voilà comment nous pouvons à nouveau essayer de vous accompagner pour la construire, en bâtissant aussi des systèmes donc, de taxation et d'accords commerciaux qui soient favorables. Je terminerai, donc je crois que j'ai répondu à toutes les autres questions, effectivement pas une question qui pourrait nous occuper extrêmement longuement sur terrorisme, surveillance, liberté et sécurité. Vous l'avez vu en Europe, bien sûr, il y a des immenses débats sur cette question. Nous essayons, et là aussi il n'y a pas de réponse unanime, nous essayons de préserver nos valeurs fondamentales et les droits fondamentaux dans un exercice qui n'est pas facile du tout en essayant donc de lutter contre le terrorisme avec tous les moyens possibles.
Et donc, par exemple, vous avez vu qu'il y a énormément de débats sur l'échange des données, par exemple des voyageurs aériens. Il y a des débats sur la situation d'urgence en France, par exemple. La Belgique n'a absolument pas adopté les mêmes dispositions. Mais la réponse, encore une fois, pour moi, elle est toujours la même. C'est le respect, oui, des fondamentaux de ce qu'est une démocratie et de ce qu'est la séparation des pouvoirs et le respect des citoyens. Même si par moment on a besoin aussi de moyens extraordinaires, mais qui restent sous le contrôle des corps constitués, donc compétents. C'est-à-dire la justice est toujours là, il y a toujours des décisions de juges. Il y a toujours une consultation du Parlement, ce n'est pas fait contre le gré des citoyens, je veux dire, il y a un accord, et ça c'est extrêmement important. Mais la sensibilité est tout à fait variable, vous connaissez nos différences aussi, par exemple au Royaume-Uni, il n'y a toujours pas, quasiment pas, de carte d'identité nationale. C'est inconcevable en France. En France, tout le monde a une carte d'identité nationale. Mais chaque pays a ses différences, a ses approches différentes. Aujourd'hui, nous sommes confrontés évidemment à une situation extrême à nouveau. Vous l'avez vu, notre meilleure réponse, c'est certainement aussi une réponse européenne, et donc on commence à venir à cette idée qu'il faut encore plus d'Europe, bien sûr. Il faut des systèmes, et là encore, la semaine dernière, la Commission a mis sur la table, par exemple, une proposition de système européen d'entrée et de sortie. Vous savez, pour le moment, c'est chaque pays qui fait son entrée et sa sortie, par exemple, et donc avec un tampon sur le passeport. La Commission européenne a mis sur la table une proposition d'un système qui soit totalement informatisé, c'est-à-dire qu'il n'y a plus besoin de tampon. Mais par contre, c'est valide et accessible à l'ensemble des États membres en temps réel. Donc voilà le type de proposition qu'on met sur la table. On n'est pas sûr qu'elles seront acceptées, hein, bien sûr. Il y a des questions aussi de souveraineté nationale pour l'Europe. Parce que tout ce qui relève, vous savez, les visas, par exemple, les visas de long terme, c'est la compétence stricte de nos États membres. Donc l'Europe, par exemple, n'a pas de compétence sur cette question. Donc on revient au principe de subsidiarité, de souveraineté nationale. Mais encore une fois, dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, j'ai mentionné aussi cette communication sur les menaces hybrides. Ça fait partie de ça. Hein. La cybercriminalité aussi nous pose des défis très importants. Et là, quand même, nous essayons aussi d'avoir des réponses européennes respectueuses des droits du citoyen, respectueuses des droits fondamentaux des citoyens, en particulier le droit d'aller et venir. Vous pouvez penser par exemple que Schengen est menacé. Ma réponse encore une fois cette semaine, c'était de dire au contraire, toutes les mesures qui ont été prises, elles ont quand même été prises dans le cadre de Schengen. L'accord de Schengen permettait le rétablissement temporaire des contrôles aux frontières intérieures de l'espace Schengen. Et l'ambition, en tout cas affichée par les dirigeants, c'est de revenir au fonctionnement normal, standard de Schengen d'ici la fin de cette année. Donc voilà, l'ambition, c'est quand même pour nous aussi la libre circulation des biens et des personnes, parce que c'est ce qu'on a trouvé mieux, et le contrôle, je dirais, minimal, mais en même temps des moyens qui nous permettent, en cas de crise, d'avoir des procédures exceptionnelles, extraordinaires, qui nous permettent effectivement, malheureusement, d'arrêter ces terroristes qui, pour le moment, il faut bien le dire, terrorisent les citoyens. Merci beaucoup, monsieur le recteur. Merci infiniment, madame l'ambassadrice. On va passer un moment à notre compagnie. Quelle est l'idée que vous gardez des étudiants de l'université? Je dois dire une idée extrêmement positive. J'ai été vraiment très impressionnée par la qualité des questions, la qualité du débat, l'intérêt de ces étudiants pour toutes les questions autour de l'Union européenne et du monde, et bien sûr autour également du développement
développement de leur propre pays. Et bien entendu, nous avons évoqué aussi la coopération universitaire et la possibilité d'étudier en Europe. J'ai confirmé le très grand intérêt des États européens à accueillir les étudiants camerounais. Cet intérêt est confirmé par les chiffres dont nous disposons. Les étudiants camerounais en Europe, dans certains pays, constituent la première communauté étudiante africaine ou la deuxième. Ce qui montre que aussi la qualité de l'université camerounaise est à saluer, car le niveau de formation ici permet effectivement de rattraper les cursus. Et quelle est l'image que vous gardez de l'institution qui vous a accueilli aujourd'hui? Une excellente image, encore une fois, l'organisation. Cette université, la municipalité, ce n'est pas une université déconnectée de la réalité, déconnectée de la gouvernance locale. Ses ambitions, ses intentions aussi en matière de coopération et de partenariat, encore une fois dans différents domaines, et en particulier celui de l'environnement, puisque nous savons l'environnement, l'agriculture, et nous avons donc évoqué aussi le développement, encore une fois, de cette université, qui est passée donc d'une université agronome à une université regroupant 7 facultés dans différents domaines, tous ouverts sur le monde, tous novateurs, avec des étudiants extrêmement dynamiques et encore une fois intégrés dans leur milieu local, ce qui est une excellente chose. Je note aussi que l'université de Tchouc accueille des étudiants étrangers, notamment des pays africains voisins, notamment du Tchad, du Gabon, de la Centrafrique, et ceci est également ici. Merci beaucoup. Merci. Bimba mutula moto nye pon maladi Budubwe baba jita Wasitembu sa mimimbu mitombi Diana botun wende bonam Biala bongo wenge bie ponde male